Bonsoir à tous. Je ne vous dirai pas que je suis heureux de vous retrouver pour ce dernier cours de la saison, parce que la fin, c'est toujours un peu triste. Enfin, j'espère que vous avez compris que ça va être surtout triste pour les Denisoviens, les Homo floresiensis, les Homo lusonensis, peut-être même pour les Homo erectus. Pour commencer, je voudrais vous montrer à nouveau cette carte de l'Asie qu'on a vue lors de mon premier cours, au cours duquel j'ai beaucoup insisté sur l'importance de l'Himalaya et du plateau tibétain comme une espèce d'épine dorsale du continent asiatique qui conditionne en fait les cheminements possibles à partir de l'Afrique vers l'Orient par une voie qui passe au sud de ces massifs et par une autre voie qui passe au nord, avec des possibilités d'échange nord-sud ici à l'Extrême-Orient, aussi d'ailleurs dans la zone de l'Asie centrale. Dans la littérature, on parle assez communément, surtout dans la littérature anglo-saxonne, de la voie du nord et de la voie du sud pour ces peuplements par notre espace du continent asiatique, et ces expressions se rapportent à ces deux itinéraires. On va d'abord brièvement évoquer rapidement la sortie d'Afrique elle-même, savoir dans quelles conditions l'extrême ouest de l'Asie a commencé à être peuplé. Et je vous rappelle que cette sortie de notre espèce du continent africain, en fait, on lui a donné toutes sortes d'explications possibles, des causes qui pouvaient être des causes intrinsèques à notre espèce, démographiques, aussi d'innovation technique, de complexité sociale, mais aussi, récemment, on a surtout mis l'accent sur des... Mais récemment, on a surtout mis l'accent sur des causes qui sont des causes environnementales, et notamment, j'ai beaucoup insisté sur l'importance de ces épisodes de Sahara vert qui sont produits à plusieurs reprises au cours du Pléistocène et pendant lesquels le Sahara a été couvert alors pas d'un paysage normand, hein, mais de savanes plus ou moins arborées, de steppes. En fait, c'est la mousson d'été du golfe de Guinée qui remonte beaucoup plus au nord qu'elle ne le fait aujourd'hui et qui atteint la limite sud du Maghreb. Donc il y a une continuité entre Maghreb et Sahel, avec des paysages que vous pouvez imaginer, dans une région qui est immense, hein, je vous rappelle, plus grande que les États-Unis d'Amérique, avec des lacs très très grands et tout un réseau hydrographique. Et j'ai aussi souligné le fait que, en fait, ces épisodes humides, ce n'étaient pas des épisodes humides qui intéressaient uniquement le Sahara, mais ils intéressent aussi la péninsule arabique, qui est en fait la continuation d'une vaste zone désertique qui va du golfe Persique jusqu'à l'océan Atlantique. Et donc, pendant ces épisodes de Sahara vert, eh bien, on a à peu près le même genre de phénomène qui se produit dans la péninsule arabique avec des lacs, des rivières, des paysages qui sont beaucoup plus accueillants que ne le sont aujourd'hui les déserts de l'Arabie. Alors, ces changements ont aussi un impact un petit peu plus au nord sur une zone qu'on appelle aujourd'hui le Levant, Israël, le Liban, voilà, la côte syrienne, cette région-là. Et vous allez voir que, en fait, singulièrement, c'est plutôt dans cette zone-là, le Levant, qu'on a du matériel paléontologique. On a de l'archéologie ici dans la péninsule arabique, mais point de fossiles, enfin très très peu. Et c'est surtout la documentation du Levant qui nous apporte des informations sur ces sorties d'Afrique.
Alors déjà, justement, on peut se poser la question de savoir combien de sorties d'Afrique il y a eu. Est-ce qu'il y en a eu une seule? Est-ce qu'il y en a eu plusieurs? Alors, je me réfère là à la sortie de notre espèce. Évidemment, il y en a eu d'autres avant, certainement avec Homo erectus, peut-être avec d'autres formes. Pour ceux qui ont assisté à mon cours sur la diversité du Pléistocène moyen, vous vous souvenez qu'on s'est posé la question de savoir si une forme du milieu du Pléistocène moyen n'avait pas fait une sortie d'Afrique, et maintenant on se demande même si en fait elle n'est pas rentrée en Afrique. Donc il y a des échanges qui se produisent pendant le Pléistocène. Alors pour la période qui est une période critique pour notre espèce, disons depuis le dernier interglaciaire, il y a 130 000 ans, eh bien, les paléoclimatologues ont modélisé ce qui s'est passé et ils ont identifié un certain nombre d'épisodes climatiques pendant lesquels ces sorties d'Afrique avaient été possibles. Donc il y en a plusieurs. Vous voyez, on leur a même donné des numéros. Alors évidemment, il y en a une qui est probablement la plus importante, qui se situe autour de 60 000, 50 000 ans avant le présent, mais il y en a eu d'autres dans le stade isotopique 5 en particulier, et le pic du dernier grand interglaciaire, une période géologique qu'on appelle l'Émien en Europe, eh bien, c'est un des épisodes de Sahara vert les plus marqués. Et vous allez voir qu'on a des arguments pour penser qu'en fait, alors faut-il parler de sortie d'Afrique? En tout cas, on a probablement des populations africaines qui, à l'occasion de ces épisodes de Sahara vert, eh bien, se retrouvent dans ces régions de la péninsule arabique, peut-être du Levant. Pour sortir d'Afrique vers l'Est, eh bien, il n'y a pas qu'une seule voie. Alors évidemment, celle que tout le monde a en tête, c'est celle qui mène vers le Sinaï, celle suivie par Moïse. Mais il y en a une autre là, ici, au sud, et sans doute, elle a été empruntée aussi. Pourquoi? Parce que ce détroit est un détroit qui est assez étroit et qui, pour des hommes qui possèdent même des moyens de navigation assez simples et assez faciles à emprunter. Alors voilà l'isthme de Suez. Alors il faut l'imaginer évidemment sans le canal de Suez au Pléistocène. Donc vous voyez que bon, c'est pas très compliqué de passer de là à là pour se retrouver dans le Sinaï. Ici, à l'horizon, si je peux dire, on est dans un satellite. On voit le début du golfe Persique. Et donc, on a, vous allez le voir dans un instant, des indications, alors sinon paléontologiques, parce qu'en fait, on a assez peu de fossiles en Égypte et encore moins dans le Sinaï. Mais en tout cas, on a des indices archéologiques qui montrent que cette circulation, elle existe depuis un certain temps, en tout cas certainement au moins depuis cet interglaciaire qui a commencé il y a 130 000 ans. Alors l'autre voie, eh bien, c'est le détroit de Bab el-Mandeb, et c'est un détroit qui fait aujourd'hui à peu près une trentaine de kilomètres, donc c'est pas énorme, avec en plus un îlot intermédiaire qui se trouve, je crois, à 3 ou 4 kilomètres de la rive arabique. Et il faut bien imaginer que cette situation-là, c'est la situation qui correspond à un interglaciaire, situation présente, mais durant des périodes glaciaires, là, on a une baisse des niveaux marins qui est très très importante, et on a au cours des derniers
130 000 ans, 150 000 ans, identifié aussi plusieurs épisodes dans lesquels ce détroit s'est réduit vraiment à très peu de choses. Et on imagine assez facilement que des Homo sapiens qui ont déjà un niveau technologique assez avancé, qui ont une complexité sociale, une capacité à planifier tout un tas de choses, eh bien, sont absolument capables de traverser cette petite étendue d'eau salée. Alors, un des points quand même qui doit être souligné, c'est que j'ai beaucoup insisté au début de mon exposé sur les épisodes de Sahara vert, en vous disant c'est pendant les épisodes de Sahara vert qu'il y a du monde au Sahara et qu'en plus l'Arabie est habitable, si je peux dire. Alors, les épisodes de bas niveau marin dans le détroit de Bab el-Mandeb, c'est au contraire dans des épisodes froids. Hein. Mais même pendant ces épisodes plus arides, on peut imaginer assez facilement qu'il y a un peuplement humain, au moins le long des côtes, dans cette région d'Afrique de l'Est. Et donc, vous voyez que peut-être que cette idée qu'on a des créneaux pendant lesquels les hommes passent et passent pas, c'est peut-être quelque chose d'un peu simplificateur. Un des arguments qui a été aussi employé pour défendre cette voie de peuplement par le sud de la péninsule arabique, c'est que quand on regarde ces éléments archéologiques dont je parlais tout à l'heure pour vous dire il y a une parenté entre les industries lithiques qu'on trouve dans la péninsule arabique et celles qu'on trouve en Égypte et puis même un petit peu plus au sud, eh bien, ces éléments, ils ont été au début surtout reconnus dans le sud de la péninsule arabique, hein, à Oman par exemple, ou au Yémen, ou dans le milieu de la péninsule arabique. Alors, c'est quoi ces éléments? Eh bien, à la fin ce qu'on appelle en Afrique le Middle Stone Age, on a en Égypte, au Soudan, dans cette région-là, une production d'industrie avec un débitage levallois très particulier, qui est un débitage levallois qui est destiné à produire des pointes. On avait parlé de ça il y a longtemps déjà. Hein. Au Middle Stone Age, en Afrique, on a un grand intérêt pour les pointes. Et ces pointes qui sont produites avec une technique qui est dérivée du levallois, je dirais, classique, eh bien, elle se fait avec des nucléus qu'on appelle des nucléus de type nubien. Donc, ça dit bien ce que ça veut dire. Hein. Ils ont été reconnus en Nubie, mais ailleurs. Et voilà, ce sont des nucléus levallois de forme triangulaire, et quand on les a bien préparés, eh bien, il suffit d'un coup sur le plan de frappe, sur la plateforme de frappe, et on obtient une pointe triangulaire qui est pratiquement prête à l'emploi. Alors ces nucléus de type nubien, ils sont bien connus en Égypte, en Nubie, un peu plus vers le sud, ici, Djibouti. Et on a commencé à en trouver donc en Oman et puis dans la péninsule arabique, plutôt au sud. Et donc ça couvre une période qui commence déjà au moins aux dernières interglaciaires, 130 000 ans. Et donc cet état de fait, là je vous montre une référence de 2013, a plutôt incité à penser que c'est peut-être par le sud que s'est faite cette diffusion plutôt que par Suez. Alors, tout ça, aujourd'hui, est un petit peu tempéré, si je peux dire. Pourquoi? Parce qu'on commence à mieux analyser la transition entre ces industries avec des nucléus de type nubien et puis des industries qu'on va voir à la fin de mon cours tout à l'heure qui sont ce qu'on appelle du paléolithique supérieur initial, où d'ailleurs on a toujours des sortes de grandes pointes qui ressemblent un peu à des pointes levallois. Et on voit bien que le Levant n'est peut-être pas aussi déconnecté que cela de cette zone,
Pour tout vous dire, moi-même, j'étais au mois d'octobre, j'étais en Jordanie, on a une fouille, et à côté de la fouille, un collègue a trouvé un nucléus de type nubien qui se promenait tout seul, hors contexte, comme ça, posé. Et donc, voilà, on pourrait rajouter un point qui est par là, quoi, juste de l'autre côté du Jourdain, beaucoup plus au nord. Alors, cette histoire de sortie d'Afrique vers le Proche-Orient, personnellement, j'avoue que je suis un peu dérangé par ce terme de sortie ou de migration. Pourquoi? Parce que ça implique une intentionnalité. Et de mon point de vue, on a tort de parler de migration. Je pense qu'on ferait mieux de parler de dispersion, parce que je pense que simplement, ces gens-là se sont dispersés de façon passive dans un environnement qui était leur environnement, qui était l'environnement qui leur était favorable. Et donc, quand les conditions climatiques étaient plus humides et que toute cette région était habitable, hein, ils habitaient là, et personne ne leur avait dit « Attention, vous sortez d'Afrique, vous n'êtes plus en Afrique ». Je pense que pour eux, c'était pareil. Hein. Alors, à quand donc ce phénomène peut-il commencer? Enfin, de quand peut-on dater ces premières sorties d'Afrique? Eh bien, peut-être une période bien plus ancienne que celle de ces nucléus de type nubien. Je vous remonte ce schéma aussi qu'on a déjà discuté, qui est un schéma qui vous montre la phylogénie fondée sur l'ADN des Néandertals, des Denisoviens et puis des ancêtres des hommes actuels. Et ce que vous montre ce schéma, c'est que si on prend l'ensemble du génome, et l'ensemble du génome, c'est surtout l'ADN mitochondrial, l'ADN nucléaire, c'est celui de nos chromosomes. Hein. On a une séparation entre la branche africaine et la branche eurasiatique entre, disons, 760 000 et 550 000, quelque chose comme ça. Et ensuite, en Europe, on a cette division entre néandertaliens et dénisoviens, disons, autour de 450 000, quelque chose comme ça. Ça, c'est ce que nous donne l'ADN chromosomique, l'ADN nucléaire. Maintenant, si on prend l'ADN mitochondrial, on a une autre histoire. Et cette autre histoire, elle est assez difficile à rendre compatible avec la précédente. Pourquoi? Eh bien parce que on a de l'ADN mitochondrial qui est plus proche de l'ADN des hommes actuels chez les néandertaliens que chez les dénisoviens. Et donc l'ADN mitochondrial, qui est une toute petite partie de l'ADN, lui prêcherait plutôt en faveur d'un schéma où les néandertaliens seraient le groupe frère des Africains, si je peux dire, et les dénisoviens se seraient séparés il y a très longtemps. Ça a été la première interprétation des dénisoviens. Alors, comment est-ce qu'on peut rendre ces deux schémas compatibles? Eh bien, la façon de rendre compatible, c'est ce qui est présenté dans ce travail d'un jeune chercheur italien qui s'appelle Post, qui va être en poste d'ailleurs bientôt à Tübingen. Et Post et l'équipe qui travaille avec lui, Johannes Krause et d'autres, en fait, ce qu'il propose, c'est qu'il y a eu autour de 300 000 par là, une introgression d'ADN mitochondrial africain chez les néandertaliens, mais pas chez les dénisoviens. Et donc ça aboutit à quoi? Au remplacement des lignées mitochondriales qui étaient les vraies lignées néandertaliennes par de l'ADN mitochondrial d'origine africaine. Vous savez, l'ADN mitochondrial, ça colle au doigt un peu, hein, ça se transmet que par les femmes, ça ne se recombine pas, ça peut disparaître, ça peut se transmettre à un autre groupe, c'est vraiment c'est simple à analyser, mais trompeur. Et donc, une des interprétations qui est donnée de ce schéma, eh bien, c'est ce remplacement, cette introgression, et c'est un phénomène qu'on connaît dans d'autres groupes de mammifères. Je vous ai parlé de mes chers ours polaires déjà plusieurs fois, qui ont subi un petit peu le même genre de sort avec leur ADN mitochondrial.
Et donc ça implique quoi? Ben, ça implique que probablement autour de 300 000, alors 300 000 c'est l'âge de Djebel Irhoud au Maroc, hein, eh bien on a forcément quelque part un contact entre des ancêtres des Néandertaliens européens et puis quelque chose qui sort d'Afrique. Hein. Et alors on peut imaginer, il y a des gens qui l'imaginent d'ailleurs, hein, qu'il y a des Africains qui sont allés jusqu'en Europe il y a 300 000 ans. Un scénario qui est peut-être moins, je dirais, extrême, c'est simplement que ces pulsations climatiques qui permettent de temps en temps le peuplement du Sahara de l'Arabie verte à l'occasion d'épisodes humides, eh bien, ont permis un contact déjà entre Néandertaliens et populations de sapiens anciens, genre Irhoud, il y a 300 000 ans, quelque part au Proche-Orient. Hein, c'est complètement hypothétique, hein, ce que je suis en train de vous raconter, mais en tout cas, c'est un scénario qui expliquerait ces données paléogénétiques. Alors revenons à ce Proche-Orient, maintenant pour des périodes plus récentes. Donc, je vous ai parlé de ce possible contact il y a 300 000 ans. Alors, quand même, c'est important de souligner un point, c'est que, je vous ai dit 300 000 ans, enfin autour de 300 000 ans, vous avez vu, il y a un intervalle de confiance qui est quand même assez généreux, hein, c'est 450 000 à 220 000 ou quelque chose comme ça. Ce qui est quand même intéressant de souligner, c'est que juste avant 300 000 ans, pendant une période qu'on appelle le stade isotopique 9, on a justement un épisode de Sahara vert qui est un des plus longs, des plus intenses de la deuxième moitié du Pléistocène en Afrique. Donc revenons à ce Proche-Orient. Alors, le Proche-Orient, c'est l'endroit où on a, dès les années 1930, découvert, à côté de Néandertaliens, dans des sites où on trouvait une industrie du Paléolithique moyen, on a trouvé des fossiles qui n'étaient pas néandertaliens et qui ont, à l'époque, déjà suscité beaucoup d'interrogations, à savoir, est-ce qu'on a une grande variabilité de forme avec des néandertaliens et puis des choses qui le sont un peu moins, ou est-ce qu'on a deux populations, des néandertaliens et des homo sapiens, ou est-ce qu'on a des néandertaliens, des homo sapiens avec des hybrides entre les deux? Tout ça a été proposé et continue à être proposé d'ailleurs. Hein. Et on a plusieurs sites. Alors ici, je vous montre simplement des sites les plus connus. Hein. On a en Irak, on a le site de Shanidar. Alors, on a trouvé toute une série de néandertaliens assez complets, assez spectaculaires. Alors, les néandertaliens sont les points rouges hein, sur ma carte. En Syrie, on a un site qui est le site de Dédérié, où on a trouvé 2 enfants néandertaliens assez bien conservés. Et puis ici, en Israël, on a plusieurs sites où on a découvert des néandertaliens. Le site d'Amoud, le site de Taboun, qui est dans le mont Carmel, près d'Haïfa. Et puis un squelette très complet, sans tête, mais très complet, qui a été découvert à Kebara. Et puis il y a 2 points blancs, le site de Eskoul et le site de Djebel Kavzeh, qui sont en Israël. Vous voyez quand même que quand on parle des néandertaliens et des homo sapiens au Proche-Orient, on devrait dire les homo sapiens et les néandertaliens d'Israël. Hein, parce que, en fait, des homo sapiens fossiles, anciens, en dehors d'Israël, dans cette région du monde, disons dans des âges qui remontent au dernier interglaciaire ou quelque chose comme ça, moi, je n'en connais point d'autres. Et je profite d'ailleurs de cette constatation pour exprimer mon désaccord avec une phrase que vous entendrez très souvent, que vous avez probablement lue déjà des dizaines de fois dans la littérature,
et qui est la proposition qu'on a au Proche-Orient une coexistence entre néandertaliens et puis Homo sapiens anciens. Alors, c'est vrai qu'en Israël, on a ces sites qui sont assez proches les uns des autres, où on a ces deux formes, mais il y a quand même deux points importants à souligner. C'est que les néandertaliens qu'on connaît en Israël, tous ou presque tous, sont nettement plus récents que les Homo sapiens de cette région-là. Donc ces Homo sapiens, ils ont, vous allez le voir, entre 130 000 et 90 000 à peu près. Et presque tous les néandertaliens dont je vous parle, ils ont entre 80 000 et allez, 60 000 ou 50 000. Donc ils ont cohabité, mais quand même avec quelques dizaines de milliers d'années de différence d'âge. Donc ce n'est pas une vraie cohabitation. Et puis d'autre part, on fait comme si on avait des sites néandertaliens et puis d'Homo sapiens répartis comme ça de façon un peu aléatoire dans le paysage. Je voudrais quand même souligner le fait qu'entre le site de Skoul ou le site de Kavzé, qui sont les sites hors d'Afrique les plus septentrionaux où on trouve quelque chose qui ressemble à des Homo sapiens africains, et puis le site de Kebara, qui est le site où on a le néandertalien le plus au sud de toute l'Eurasie, il y a 20 km. Donc c'est quand même un recouvrement, si je peux dire, à l'échelle planétaire qui est quand même extrêmement limité. Donc il semblerait, en tout cas dans l'état actuel de la documentation fossile, que ce que l'on a là, c'est plutôt, un peu comme à Denisova, une sorte de zone frontière, une zone de battement, où on va avoir tantôt l'un, tantôt l'autre, mais enfin en tout cas tantôt l'un, tantôt l'autre, mais pas sur un territoire très très vaste en fait. Alors peut-être que ce que je suis en train de vous raconter sera mis en pièces dans un avenir proche. On va peut-être trouver un Homo sapiens vieux de 120 000 ans quelque part en Turquie, mais enfin pour l'instant on ne l'a pas. Voilà. Alors ces Homo sapiens primitifs, les plus anciens que l'on... Enfin, du moins, les premiers que l'on a découverts sont ceux de Skoul et de Kavzé, on va y revenir dans un instant. Récemment, on a découvert, alors toujours dans ces grottes du Mont Carmel, qui sont une vraie mine de sites paléolithiques, c'est un endroit extraordinaire, donc pas très loin d'Haïfa, c'est un paysage très très spectaculaire, eh bien, une grotte qui s'appelle la grotte de Misliya a livré un fossile qui a été publié en 2018 par une équipe internationale. Et ce fossile n'est pas très spectaculaire, c'est un maxillaire, enfin un maxillaire gauche, mais ce maxillaire gauche, ma foi, anatomiquement, il n'est certainement pas néandertalien. Il a à la fois dans la morphologie faciale, avec cette inflexion, cette concavité de la surface antérieure du maxillaire qui est caractéristique des Homo sapiens, et puis aussi des caractères dentaires qui sont clairement des caractères dentaires qui rapprochent ce fossile de Kavzé, de Skoul, et puis même de Djebel Irhoud. Donc on a là un continuum de formes. Vous savez, bon, on dirait la morphologie dentaire, on s'en fiche un peu, mais il se trouve qu'il y a des différences anatomiques très marquées entre néandertaliens et Homo sapiens dans le détail de la géométrie de ces cuspides. Par exemple, la morphologie de la première molaire supérieure chez les néandertaliens est très très différente de ce qu'on trouve chez les Homo sapiens. Le contour de la dent est différent, la position des pointes des cuspides aussi. C'est pareil pour les dents antérieures qui sont beaucoup plus développées buccolingualement chez les néandertaliens que chez les Homo sapiens. Donc n'importe quel, j'allais dire, paléoanthropologue débutant peut vous dire ça, c'est pas un néandertalien. Et ce non-néandertalien de Misliya, il a été daté aux environs de 180 000 ans. Vous voyez, on a utilisé différentes méthodes.
Bon, je vous ai déjà dit tout le mal que je pensais des dates par uranium-thorium sur de l'os. Donc, vous voyez, ça ne se dément pas. La seule date qui est complètement loufoque, c'est celle-là. Mais on a des dates uranium-thorium sur des dépôts de calcitiques dans le gisement. On a de la thermoluminescence, la méthode qui a été utilisée à Jebel Irhoud. On a aussi de l'ESR combiné avec de l'uranium-thorium sur de l'émail dentaire. C'est nettement meilleur que l'uranium-thorium tout seul et sur de l'os. Vous voyez que toutes ces dates collent à peu près. Donc, avec cette découverte de Mislia, dans le fond, on a apporté de l'eau au moulin que je faisais tourner tout à l'heure déjà en vous parlant de sorties d'Afrique avant le dernier grand interglaciaire. Alors, dans les grottes du Mont Carmel en Israël, on a des gisements qui ont livré alors un matériel beaucoup plus riche que Mislia. Et en particulier, pour ce qui est des Homo sapiens anciens, on a un site qui s'appelle le site de Mugaret Eskul, qui est une toute petite grotte. Vous voyez, il y a un personnage devant qui vous donne l'échelle de cette cavité, qui a été fouillée en 1931-1932 par Theodore McCone. C'est l'époque où Miss Garrod, vous savez, cette archéologue anglaise qui était je crois, le premier professeur d'archéologie à Cambridge et peut-être même le premier professeur tout court, fouille à côté Taboun, qui est un gisement énorme où il y a une coupe gigantesque avec des industries de poétique inférieure et moyen. Et donc, devant cette petite grotte, il y a une sorte de terrasse, on va en voir le plan tout à l'heure, avec des dépôts qui sont des dépôts assez minces finalement. Et pendant une fouille qui, dans le fond, est assez rapide, j'allais dire expéditive, c'est peut-être un peu cruel, mais disons une fouille assez rapide, eh bien, ces chercheurs ont eu le bonheur de découvrir, alors pas un bout de maxillaire, ils ont trouvé, vous voyez, tous ces points-là sur cette carte, c'est la terrasse qui est devant cette petite cavité. Eh bien, tous ces points, ce sont des fossiles d'Homo sapiens très complets. Et quand je dis très complets, vous voyez, ce n'est pas juste un os ou deux, c'est souvent des squelettes complets. Et ces squelettes complets, on a de bonnes raisons de penser que ce sont des sépultures. Vous voyez la densité de ces sépultures, à la fois sur le plan et dans la coupe, dans un dépôt qui, ma foi, n'est pas très épais. Alors c'est, comme je vous l'ai dit, ces Homo sapiens anciens, ils ont fait couler beaucoup d'encre dès l'époque. Hein. Donc il y a l'étude de ces restes de Skul et des restes d'ailleurs de néandertaliens de Taboun, juste à côté, ont été menés par McCone et puis un anthropologue anglais du début du XXe siècle très connu qui s'appelait Sir Arthur Keith. Et ces gens-là ont changé d'avis pas mal au cours de leur étude. Hein. Pourquoi ? Parce que d'un côté, on a des caractères morphologiques qui sont des caractères qui rapprochent ces formes des hommes actuels. En particulier, la morphologie faciale, c'est une morphologie faciale non néandertalienne. Hein. C'est-à-dire on n'a pas de cette projection de la partie médiane de la face qu'on a chez les néandertaliens. Ces parties latérales de la face qui sont obliques, mais là, au contraire, quelque chose de concave. Et puis alors des mandibules aussi, qui sont des mandibules avec un menton qui n'est pas formidable, mais il y a quand même quelque chose. Vous voyez la hauteur du corps mandibulaire qui diminue d'avant en arrière.
la forme générale de la mandibule, tout ça, c'est pas néandertalien du tout, mais quand même, ces fossiles présentent une très très grande robustesse. Et donc, à l'époque, on est quand même très impressionné par ce bourrelet susorbitaire. Hein. On est un peu obsédé par le bourrelet susorbitaire. Le bourrelet susorbitaire, c'est ce qui fait la différence entre nous et puis les formes archaïques. Hein. Alors maintenant, on sait que ce bourrelet susorbitaire, ma foi, à part chez les hommes, les Homo sapiens vraiment très récents, enfin tous les autres en ont un pratiquement. Hein. Donc c'est quelque chose qui a disparu dans notre lignée. Mais vous vous souvenez qu'à Djebel Irhoud, on a des bourrelets susorbitaires très, très impressionnants. Alors, depuis, il y a eu de nombreux travaux sur ces fossiles. On a beaucoup perfectionné les techniques de morphométrie. On fait de la morphométrie 3D. Et maintenant, on a clairement identifié ces fossiles comme des Homo sapiens. On parle même parfois d'hommes modernes anciens. Les anglo-saxons parlent de early modern humans pour ces fossiles, avec notamment une boîte crânienne qui est globulaire, une face qui vient se placer sous le front, un arrière-crâne qui est arrondi, des bosses pariétales saillantes, à l'intérieur un cervelet qui est généreux. Donc tout ça, c'est des Homo sapiens. Dans cette interprétation des fossiles de Scull, la description des fossiles que je vais vous montrer juste après, qui sont les fossiles d'un autre site israélien qui se trouve en Galilée, qui est Jebel Kabzeh, eh bien, a beaucoup pesé, si je peux dire. Alors ces fossiles, on les a... Enfin, en tout cas, on a daté les sites, on a daté les dépôts par différentes méthodes de l'ESR, on a utilisé des méthodes de luminescence aussi. Et donc, en ce qui concerne Scull, on a plusieurs résultats qui nous donnent un âge entre 100 et 130 000. Bon, 100 et 130 000, c'est le début du stade isotopique 5, c'est le début de c'est le pic, si je peux dire, de l'interglaciaire. Donc là, on est en plein Sahara vert. Et fait remarquable, dans l'archéologie de ce site, on trouve ces fameux Nassarius dont je vous ai abondamment entretenu quand on a parlé du développement d'Homo sapiens en Afrique, en vous disant que c'était quand même extraordinaire. Dans la deuxième moitié du Middle Stone Age, on a au Maroc, en Afrique du Sud, en Afrique de l'Est, en Tunisie, ce gastéropode bien particulier qui est collecté, alors soit naturellement perforé, parfois perforé volontairement, mais en tout cas, je vous ai dit, ça ne peut pas être un hasard que simultanément, dans toute l'Afrique, se développe ce comportement, enfin dans toute l'Afrique, en tout cas dans des régions très distantes d'Afrique, proches des côtes, on a ce comportement. Eh bien, on l'a aussi en Israël. Donc ça confirme un peu ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire ces gens-là, on ne leur avait pas dit qu'ils n'étaient plus en Afrique. Hein. Donc on a dans le fond, un assemblage qu'on pourrait trouver quelque part en Afrique de l'Est, en Afrique du Nord. Aussi, on a le développement de matières colorantes, de pigments. Enfin, alors on dit que c'est des pigments, parce qu'on suppose qu'ils ont été utilisés pour colorer quelque chose. En tout cas de minéraux rouges, qui sont d'ailleurs traités, qu'on chauffe, etc. Alors ça existe chez les Néandertaliens, enfin surtout des pigments plutôt noirs, chez les derniers Néandertaliens, mais là on va trouver ça de façon assez récurrente, comme on l'a trouvé chez les Attériens du Maroc il y a 100 000 ans. Donc encore une fois, on est dans la même ambiance culturelle, si je peux dire. Et je vous parlais d'un autre site qui, lui, a été fouillé alors à peu près en même temps par un consul de France qui travaillait, à l'époque c'était la Palestine, et qui a été repris par mon professeur, Bernard van der Merch, dans les années 60-70. Il a mené des fouilles très importantes. C'est le premier gisement
Djebel Khabzeh, où j'ai pu me rendre pour fouiller à l'étranger, alors que j'étais en maîtrise ou quelque chose comme ça. Et donc, je dois dire, c'était un début assez impressionnant, parce que pratiquement dans chaque mètre carré du gisement, c'est un peu comme à School, il y a une sépulture, un squelette, un crâne, donc on ne s'ennuie pas à Djebel Khabzeh. Et alors ce site se trouve près de Nazareth. Enfin, à l'époque, il fallait sortir un peu de Nazareth. Peut-être qu'aujourd'hui, il ne faut plus sortir beaucoup de Nazareth pour y aller. Au pied d'une falaise, au pied d'une colline assez élevée qui s'appelle le mont du précipice. Hein. C'est de là-haut que les Nazaréens ont voulu jeter Jésus. Il a échappé à celle-là. Et donc, au pied du mont du précipice, il y a cette grotte qui est absolument truffée de matériel archéologique et de restes fossiles. Alors, je vous parlais de sépultures. Certaines de ces sépultures sont extrêmement, j'allais dire, impressionnantes. Hein. On a, par exemple, cette sépulture double avec une jeune femme qui a été enterrée apparemment avec un enfant à ses pieds. Alors, est-ce que c'est simultané ou est-ce que c'est après? Bon, il y a toute une discussion là-dessus, mais enfin, c'est vrai que c'est quelque chose qui nous émeut, qui nous prend quand même, hein, cette découverte. On a une autre sépulture à Djebel Khabzeh où on a un enfant qui a été enterré avec une ramure de daim, de très grande taille, dans ses bras, dans ses mains. Là aussi, on a des pigments, donc de l'ocre rouge qu'on trouve constamment dans le site. On a aussi des coquillages. À l'époque, moi, quand j'ai participé à cette fouille, trouver des coquillages, personne n'avait l'air de s'en préoccuper énormément. Alors maintenant, c'est un truc qui est absolument... Enfin, en archéologie, on trouve ce qu'on cherche. Hein. Donc maintenant, on cherche des coquillages, on les trouve. Et alors, à Khabzeh, ce qui est intéressant, c'est qu'on a aussi, donc, je vous l'ai dit, des restes, bon, je ne vais pas reprendre ma description, des restes d'Homo sapiens qui, pour certains, semblent, j'allais dire, très modernes, hein, dans leur aspect, hein, en particulier ce crâne de Khabzeh 9, mais on a aussi une grande variabilité. Donc ça, je vous dis, c'est plutôt une femme. Voilà, Monsieur Khabzeh, lui, est beaucoup plus, j'allais dire, viril dans son apparence. Hein, et vous voyez, en particulier, il a un torus susorbitaire, ce fameux torus susorbitaire, qui ne plaisait pas trop sur les hommes de School. Donc, comme à School, on a des caractères primitifs, des caractères dérivés, mais enfin, on n'est pas très loin des hommes actuels. Et là aussi, on est, alors peut-être un peu plus tard que School, on est vers 90 000. Je rajoute à ma liste un fossile qui vient du site de Taboun. Alors, on revient dans le mont Carmel, là près de Haïfa, cette immense grotte fouillée par Dorothy Garrod. Et là, on a, dans un niveau qui est contemporain de School et de Khabzeh, on a une mandibule dont on n'a pas toujours su très bien quoi faire, mais qui, encore une fois, quand on regarde sa morphologie de près, est clairement non néandertalienne et sapiens. Hein. Regardez cette section de la symphyse. Alors, comme à Hiroud, comme chez d'autres sapiens primitifs, on n'a pas une saillie du menton très développée, mais on a cette section en goutte d'eau, en larmes, si vous voulez, qui est très différente de ce qu'on a chez des néandertaliens ou des formes plus anciennes, les proportions du corps mandibulaire, la branche montante, etc., etc. Donc, on a... alors, en Arabie, il y a une phalange assez abîmée qui date peut-être de 80 000 et dont on dit qu'elle est peut-être moderne, enfin, peut-être sapiens, mais c'est une pauvre chose quand même. Hein. C'est juste une phalange. Et d'ailleurs, trouvée très, très au nord de la péninsule arabique, je crois qu'on est à, je sais pas, à 50 ou 60 km d'Israël. Hein. Donc, on est pas loin. Et donc, on a certainement, dans cette région-là du monde,
des Homo sapiens d'origine africaine, alors peut-être déjà qui viennent là il y a 300 000 ans, il y a 180 000 ans, il y a 120 000 ans. Et dans le fond, toute la question, c'est est-ce qu'ils sont là parce qu'ils croient qu'ils sont en Afrique, ou est-ce qu'à la même époque, on a déjà des Homo sapiens beaucoup plus loin vers l'Est. Et donc, on va maintenant regarder ce qui se passe le long de la partie sud de l'Afrique, en Inde, dans le sud-est asiatique, dans le sud de la Chine. Et puis après, on verra ce qui se passe le long de la route nord. Alors, le long de la route sud, après le Golfe Persique, eh bien, c'est le Pakistan et l'Inde. Au Pakistan et en Inde, on a de l'archéologie, mais on n'a pas de fossiles. Et ça, c'est vraiment très embêtant. Et donc, voilà, il y a des équipes, beaucoup d'anglais, d'anglophones qui travaillent en Inde. C'est, si je peux dire, la suite de l'Empire. Donc, ils y vont assez facilement. Et il y a beaucoup de travail, encore une fois, qui est fait dans différentes parties de l'Inde, qui est, comme vous le savez, un pays immense. Mais pour l'instant, malheureusement, on n'a pas de fossiles. Alors, on a essayé de se servir de l'archéologie, un petit peu comme avec mes nucléus de type nubien, pour voir si on ne pouvait pas faire des connexions avec quelque chose plus à l'ouest. Alors c'est un peu compliqué parce que je suis passé rapidement là-dessus, mais à Skoul et à Kabzé, on a du moustérien avec un débitage levallois, ma foi. Alors, est-ce qu'il faut le rapprocher du Middle Stone Age africain ou pas? Il y a tout un débat là-dessus, savoir comment il s'insère dans le schéma général d'évolution des industries. Alors, en Inde, on a plusieurs sites, je ne vais pas tous les énumérer, mais juste pour vous dire le genre d'arguments qui ont été utilisés. Alors, il y a des industries qui ont été trouvées en particulier ce site, Jwalapuram, qui est plus ou moins au centre-sud de l'Inde. Et dans ce site, on a des productions, en particulier de lames, de petites lames, de petites pointes, que les gens qui ont étudié ce matériel ont essayé de vendre, si je peux dire, comme la preuve de la modernité de ces industries, en disant, voilà, c'est quelque chose qui se raccroche plutôt à des hommes, entre guillemets, modernes, plutôt que des formes archaïques. Alors, bon, je dois dire que c'est un argument qui n'est pas facile à accepter aussi facilement que ça. Pourquoi? Parce que bon, on peut trouver des choses qui ressemblent du point de vue typologique, mais ça ne veut pas dire forcément grand-chose du point de vue de la nature biologique de ceux qui ont fabriqué ces industries. Je vous rappelle que, par exemple, l'Acheléen, avec ses bifaces, ça a été fabriqué par des hommes de Néandertal en Europe et puis par des Homo sapiens en Afrique. Le débitage levallois, pareil, on a du débitage levallois avec les Néandertaliens, on a du débitage levallois en Afrique. Alors après, évidemment, quand on regarde dans le détail, il y a le Valois et le Valois, si je peux dire, et donc, par exemple, ces pointes nubiennes, c'est quelque chose d'assez particulier. On préférerait avoir des fossiles humains. J'ai écrit là, en dessous de cette planche, qui montre ces industries de ce site du centre de l'Inde, datées autour de 80 000 ans par là, que c'est un site près de Toba. Alors là, il faut que je vous fasse une petite parenthèse sur cette histoire de mont Toba. Le mont Toba, c'est un endroit qui se trouve à Sumatra. Vous me direz, on va très très loin, mais vous allez voir, ça va se rapprocher très vite et même dangereusement. Donc Toba, c'est dans le nord de l'île de Sumatra, et c'est une zone qui est volcanique. Et voilà aujourd'hui à quoi ressemble le mont Toba. C'est une énorme dépression dans laquelle il y a un lac. Et en fait, ce lac, et cette dépression correspond à ce qu'on appelle en géologie une caldeira, c'est un effondrement d'un volcan sur lui-même. Mais ce qu'il faut réaliser, c'est que
pratiquement tout le volume de roches qui se trouvait là, à cet endroit-là, sous forme d'une montagne, eh bien, a été pulvérisé et envoyé dans l'atmosphère il y a à peu près 75 000 ans. Et cette éruption du mont Toba, ça a été une catastrophe quasiment planétaire. Voilà une carte qui vous montre la distribution des cendres de cette éruption volcanique. Vous voyez qu'on en trouve en Inde, on en trouve dans l'océan Indien, on en trouve dans pratiquement tout cet hémisphère terrestre. Voilà ici un indice qu'on appelle l'indice d'explosivité des volcans et qui vous donne aussi le volume de matière qui a été envoyée en l'air, si je peux dire, lors de cette éruption du mont Toba. Alors, ce que vous avez là, c'est la comparaison des éruptions volcaniques majeures depuis 2 millions d'années. Vous voyez que de très loin, le mont Toba, c'est ce qu'il y a eu de plus spectaculaire, avec 2800 km3. Je ne sais pas si vous imaginez ce que c'est 2800 km3 de matière qui a été volatilisée, enfin non pas volatilisée, mais envoyée dans l'atmosphère sous forme de cendres, de ponces, de choses comme ça. On retrouve des ponces jusque sur les côtes de l'Afrique qui viennent de cette éruption. Voilà en Inde des dépôts de cette époque-là où vous voyez, ce que vous voyez de blanc, c'est de la cendre volcanique. Donc imaginez-vous dans un paysage où il tombe ça de cendre volcanique. On est en Inde, on est très loin de Sumatra. Alors ici, il y a des dépôts qui sont, j'allais dire, les vrais dépôts de cendres au moment de l'éruption. Puis ensuite, il y a une remobilisation de ces cendres par la pluie, ça se redépose. Donc il y a des dépôts qui sont considérables. Alors cette éruption du mont Toba, on pense qu'elle a eu un effet, enfin en tout cas, certains ont proposé qu'elle ait eu un effet absolument catastrophique pour les hommes. On pense qu'il y a eu une sorte d'hiver lié à l'augmentation de la diminution de luminosité dans l'atmosphère pendant une longue période, qu'il y a eu des paysages totalement dévastés sur une grande partie de l'Asie. Pour tout vous dire, on a même, à un moment donné, pensé qu'en Afrique, les Homo sapiens eux-mêmes avaient subi une espèce d'effondrement démographique, de goulot d'étranglement il y a 75 000 ans à cause de cette éruption du mont Toba. Alors, bon, on est un peu revenu là-dessus parce que d'abord, quand on regarde d'autres espèces animales en Afrique, on ne voit pas de signes très nets de ce goulot d'étranglement, donc on ne voit pas pourquoi sélectivement les hommes en auraient plus souffert que les autres. En Inde, on a des sites où on a des occupations humaines sous la cendre du mont Toba et puis presque tout de suite après, d'autres occupations humaines. Donc ça a peut-être été un moment difficile, mais apparemment, ils s'en sont remis. Et donc, on a ce repère de l'explosion du mont Toba qui revient constamment, alors soit comme repère chronologique, soit comme argument pour, dans le fond, expliquer le peuplement de cette partie du monde. Alors récemment, je vais montrer tout à l'heure ces industries où on a des lames ou même des lamelles et qui ont été interprétées par certains archéologues comme rappelant des choses qui se passent chez les hommes modernes. Il y a eu un papier publié cette année par un chercheur qui s'appelle Blinkhorn, qui lui a mis l'accent plutôt sur autre chose, ce type de pointe pédonculée. Et ce qui est vrai, c'est que ces pointes pédonculées, alors bon, on en a un petit peu partout dans le paléolithique moyen, mais pour ceux qui se rappellent de mon cours sur le latérien, ou qui sont venus au colloque en juin dernier, en Afrique du Nord, associé à des Homo sapiens, on a une industrie qu'on appelle latérien, et dans cet latérien, ce qui est caractéristique de cet latérien, sont des pointes pédonculées comme ça. Donc on a des pointes pédonculées en Inde. Alors la plupart sont connus dans des sites qui remontent jusqu'à 80 000 ans, mais là, cette année, très récemment, il y a
une publication qui date d'il y a quelques semaines, où on a publié un site qui est dans l'ouest de l'Inde, pas très loin de la côte, et là aussi avec pointe pédonculée, mais qui cette fois-ci remonterait à l'interglaciaire, qui remonterait à 113 000 ans. Alors, il y a toujours le même genre de discussion. Est-ce que c'est la trace d'Homo sapiens qui serait arrivé en Inde à cette époque-là? Il y a tout un débat entre les archéologues. En gros, des gens qui pensent qu'il y a une arrivée en Inde d'Homo sapiens avant l'éruption du mont Toba, et puis d'autres qui pensent que pas du tout. On a alors des formes archaïques, on ne sait pas trop ce que ça peut être d'ailleurs pour l'instant, qui auraient survécu jusqu'il y a environ peut-être 50 000 ans pour être ensuite remplacés par des vrais Homo sapiens, si je peux dire. Alors on mêle là-dedans des arguments qui sont des arguments archéologiques. Alors, qu'est-ce que c'est que la modernité culturelle? En fait, je ne sais pas trop, mais disons que ceux qui sont partisans d'une arrivée tardive des Homo sapiens dans la région mettent en avant des ressemblances alors, qui sont assez, enfin, sur le papier, qui semblent assez convaincantes entre des industries qu'on trouve dans le sud de l'Inde, vous voyez, le sud de l'Asie, vous voyez à nouveau ces sites de la région de Jwalapuram, et puis des microlithes, des formes géométriques en Inde, la fabrication de perles en œufs d'autruche, des choses comme ça, une ambiance commune. On va y revenir tout à l'heure, mais il y a aussi des arguments qui sont des arguments d'ordre génétique, mais je garde ça pour le dessert. Alors, maintenant, si on va encore plus à l'est, on va retrouver toujours le même genre de débat sur l'âge de l'arrivée des Homo sapiens. Alors cette fois-ci, notamment en Chine, on a des fossiles, mais là, cette fois-ci, ce n'est pas les fossiles tellement qui vont être en jeu, enfin en discussion, c'est plutôt leur âge. Alors, et parfois les deux à la fois. Alors quand je dis les deux à la fois, je pense en particulier à cette mandibule de Zirendong qui a été publiée assez récemment et bon, qui a été présentée comme un Homo sapiens primitif. Si c'est un Homo sapiens, il est quand même assez primitif. Il est quand même très primitif. Alors il a, vous voyez, un triangle mentonnier. Il a quand même une section de la symphyse qui est très épaisse, un corps mandibulaire qui est très, très épais. Mais bon, le problème de ce fossile, c'est qu'il est quand même très, très fragmentaire. On aimerait bien une pièce un peu plus complète pour pouvoir l'interpréter de façon, j'allais dire, solide, point de vue taxonomique. Et puis alors, il est daté dans un niveau par les séries de désintégration de l'uranium, je crois bien, au-delà de 100 000 ans. Mais comme souvent, bon, ce sont des fossiles qui sont découverts dans des circonstances, alors c'est trouvé dans des fouilles organisées, hein, mais disons que le contexte géologique, le contexte archéologique reste un petit peu nébuleux, et donc il y a quand même une forme de doute qui plane sur ce fossile de Zirendong, savoir est-ce que c'est vraiment la trace d'un Homo sapiens qui serait arrivé dans le sud de la Chine il y a plus de 100 000 ans. Bon, en plus, j'ai souligné cette espèce de course au record pour avoir le plus vieux n'importe quoi, surtout dans cette partie du monde. Donc, voilà. Alors, en Chine, on a d'autres fossiles qui ont été présentés comme des Homo sapiens très, très anciens. Probablement le plus célèbre, c'est celui de Liujiang, dans le Guangxi. Alors là encore, on l'a présenté comme quelque chose qui pouvait avoir plus de 100 000 ans, même 140 000 ans, hein, carrément. Enfin, vous voyez sur ce schéma que j'ai tiré d'un article
récents, vous voyez la variation d'âge de ces différents fossiles en fonction des publications par différents chercheurs qui travaillent. Alors, ce sont des chercheurs chinois travaillant en Chine sur les mêmes gisements. Donc, pour Liu Zhang, en gros, il a entre 15 000 ans et 139 000 ans. Donc, je pense qu'on va avoir du mal avec ces fossiles à vraiment répondre à la question de savoir quand les Homo sapiens sont arrivés dans cette partie du monde. La découverte la plus récente qui est faite par les Dell, c'est une découverte dans le sud de la Chine, Daoxian, une grotte immense. Il y a l'échelle, à peu près une centaine de mètres entre l'entrée de la grotte et le fond, un véritable labyrinthe de galeries. Alors, il y a eu plusieurs fouilles dans différentes parties de la grotte. Il y a un endroit où on a fait des datations, il y a un endroit où on a trouvé des dents que je vais vous montrer tout à l'heure. Là encore, cette découverte a suscité beaucoup de critiques, parce que dans le fond, alors ces fossiles que je vais vous montrer à l'instant viennent de ce niveau, qui est le niveau 2. Alors, il y a des questions sur l'âge du niveau qui est juste au-dessus, qui évidemment serait important à connaître pour avoir un âge minimum. Il y a surtout des questions à propos du contexte dans lequel ces dents se trouvent dans ce niveau 2. Est-ce qu'elles sont vraiment in situ ou est-ce qu'elles sont intrusives dans ce niveau 2 ? C'est une question qui reste ouverte, mais enfin, le collègue chinois qui a publié ça a quand même assez clairement annoncé la couleur dans les interviews qu'il a données à la presse en disant c'est plus out of Africa, maintenant c'est out of China. Hein. Donc voilà pour Daoxian, et voilà ces dents. Alors, ce qui est sûr, c'est que les dents de Daoxian sont modernes. Hein. Elles sont complètement modernes, et même pour tout dire, de l'avis de certains, elles sont même un peu trop modernes. Hein. Et en particulier, vous voyez que certaines de ces dents, je ne parle même pas de la morphologie, qui est vraiment une morphologie très très dérivée, certaines de ces dents en particulier ont des caries. Alors, les caries, ça existe dans le Pléistocène, on a même des choses dans le Pléistocène moyen avec des caries dentaires. Enfin, disons, chez des hommes modernes, entre guillemets, datant autour de 100 000, puisque c'est l'âge que les chercheurs ont attribué à ce fossile, c'est un cas quand même unique. Alors, pour finir avec ce coin d'Asie, je vais vous montrer deux sites. Un site qui est le site de Tampaling, dans le nord du Laos, très belle grotte. Hein, vous voyez, belle lumière. Et donc, l'entrée de la grotte est là-haut. Il y a une grande pente dans la grotte et au fond, une fouille qui fait 6 ou 7 mètres de profondeur. Et au fond de cette fouille, alors, pas d'archéologie, pas un seul outil trouvé dans ces 6 mètres plus de sédiments, pratiquement pas de faune, très peu, enfin, surtout des toutes petites bêtes, mais pas de grosses, mais des restes humains. Et donc, à Tampaling, on a notamment découvert un frontal et un maxillaire, morphologie absolument sapiens, il n'y a aucune discussion là-dessus. Alors, la datation du site a fait l'objet de pas mal de polémiques. Les premières dates qui ont été fournies avec ces découvertes, c'était des dates qui étaient fondées sur du carbone 14, des datations par luminescence optiquement stimulée sur des quartz, et puis une datation uranium-thorium sur l'os d'un des fossiles. Bon, je laisse tomber tout de suite la datation uranium-thorium sur l'os. Les datations carbone 14 et les datations par OSL, je pense toutes les deux posaient problème. Pourquoi ? Parce qu'apparemment, une partie du site, la majeure partie du site apparemment, est au-delà de la limite du radiocarbone. Donc je pense que ces dates ne veulent pas dire grand-chose dès qu'on s'enfonce dans la stratigraphie. Et les dates OSL étaient un peu toujours les mêmes. Et finalement, les gens qui faisaient ces datations ont été amenés à laisser tomber ces dates sur quartz
parce que les quartz apparemment étaient saturés du point de vue de l'accumulation d'énergie qui est utilisée dans cette date par OSL, et se sont tournés vers une autre méthode qui est la luminescence infrarouge optiquement stimulée, qui est une autre méthode qui s'applique non pas au quartz mais au feldspath. Donc depuis ces premières publications qui ont fait l'objet d'articles contraires, etc., on a une nouvelle série de dates qui sont, enfin, je pense, plus fiables, qui sont des IRLS, Infrared Stimulated Light, Stimulated Luminescence, et aussi des dates uranium-thorium, mais alors cette fois-ci sur des stalactites ou des concrétions qui sont beaucoup plus fiables que l'os. Et bon, ma foi, c'est ce nouveau ensemble de dates qui est incomplètement publié. D'ailleurs, vous voyez, ce tableau, c'est une communication personnelle d'un des géologues qui travaille dans le site, suggère que ces fossiles humains de Tampaling seraient autour de 70 000 et peut-être au-delà pour certains d'entre eux. Alors, avec toutes les précautions qu'on peut prendre, je vous donne ces dates. Je pense que l'intérêt de ce site, c'est que c'est un site qui est en cours de fouille, en cours d'étude. Il y a des gens qui amènent des arguments contre, les gens qui travaillent essaient de répondre à ces arguments. Je pense que c'est comme ça qu'on avance en science. Ce qui est vrai, c'est que c'est un site qui est très curieux. Pourquoi ? Parce que voilà, on a cette stratigraphie très profonde, sans archéologie, sans faune, au fond de laquelle on a des restes humains. C'est un peu difficile d'imaginer que c'est une sépulture qui a été faite récemment à 6 ou 7 mètres de profondeur au fond d'une grotte. C'est un environnement qui est très très curieux. Et puis alors, il y a des restes humains qui sont, pour certains, alors je ne vous montre pas tout, mais il y a cette mandibule dont la reconstitution a été un peu modifiée depuis. Il y a un autre os frontal qui a été découvert. Il y a un autre fragment de mandibule, un menton qui est sorti de la grotte. Et donc, certains éléments, comme par exemple cette mandibule-là, Tampaling 2, alors, encore une fois, sapiens, avec un menton, tout ce qu'on veut, mais elle est de petite taille et en même temps possède des caractères qui sont des caractères relativement primitifs, en particulier l'épaisseur du corps mandibulaire qui est très, très, très épais, quelque chose qu'on ne trouve que chez des formes assez anciennes, assez primitives. L'autre frontal qui a été découvert, lui, est remarquablement moderne, si je peux dire. Donc voilà, est petit en taille. Donc on a tout un ensemble de données très intrigants. Il faut dire aussi que ce site se trouve en Asie du Sud-Est, dans une zone de forêt tropicale, que ma foi, on ne sait pas grand-chose du genre d'hommes qui vivent dans les forêts tropicales pendant le Pléistocène. C'est un environnement assez particulier, donc tant du point de vue archéologique que du point de vue anatomique, c'est un sujet qui est un sujet sur lequel les gens travaillent pas mal en ce moment. Alors, on a aussi à Sumatra, on a deux dents qui viennent d'un site, d'une grotte de Sumatra, qui, elle aussi, a été datée autour de 70 000 ans. Donc, ces dates de 70 000, elles seraient cohérentes avec une arrivée en Australie des hommes. Vous savez que certains chercheurs australiens pensent que les hommes étaient en Australie il y a 60 000 ans. Donc, s'ils étaient en Australie, il fallait qu'ils soient, avant cela, en Asie du Sud-Est. Donc, je pense qu'on peut raisonnablement penser qu'on a des Homo sapiens dans cette partie tropicale de l'Asie, peut-être dès 70 000. La question de savoir s'il faut remonter beaucoup plus loin, 100, 120 000, les sites indiens que je vous ai montrés, les sites du sud de la Chine, je pense qu'on n'en a pas la preuve vraiment solide pour l'instant. Il faudrait avoir des restes humains bien datés dans ces périodes-là. Alors, on va faire un tout petit tour dans les îles pour voir ce qui s'y passe, et puis ensuite on va revenir vers le nord
froid, et voir un petit peu ce qui se passe au nord de l'Himalaya et du Tibet. Alors, dans les îles, que ce soit... alors, vous vous souvenez qu'à... Yangboa, la grotte de l'Homo floresiensis, on a une arrivée d'Homo sapiens il y a au moins 46 000. Et d'ailleurs, on pense que c'est probablement la fin d'Homo floresiensis à ce moment-là. Alors, quand on regarde dans d'autres îles, alors Célèbes et Bornéo, ce qui est intéressant récemment, ça a été la publication, alors il y a un peu d'archéologie, mais ce qui est assez remarquable, ça a été la publication d'art rupestre daté grâce à des concrétions de calcite sur les peintures. Et donc, par uranium-thorium, on peut dater ces concrétions. Et on a des dates. Alors là, c'est un site donc de Sulawesi, célèbre, Liang Timpunsang. Alors c'est toute une série de grottes dans une région karstique. On a des dates qui, pour certaines, atteignent 40 000 ans. Alors 40 000 ans, pour ceux qui sont allés voir la grotte Chauvet, qui est le fleuron de l'art paléolithique ancien en Europe de l'Ouest, donc l'arrivée à l'Aurignacien d'Homo sapiens qui fait des peintures absolument extraordinaires, eh bien, on n'est pas aussi loin que ça dans le temps à Chauvet. Donc là, on est, avec ces dates à 40 000 ans, on est vraiment quasiment à la même époque, même peut-être un peu avant Chauvet. Et donc c'est très intéressant parce que, évidemment, ça pose la question de comment est-ce qu'on peut expliquer que dans cette île des Célèbes, où ça va être le même scénario à Bornéo, où on a aussi un site avec, pareil, des traces de mains des animaux datés à 40 000 ans, comment on explique quasiment simultanément la manifestation de cet art rupestre en Europe occidentale, près de Vallon-Pont d'Arc, et puis à Bornéo, à l'autre bout de la planète. Et enfin, je pense que la seule explication, j'allais dire, raisonnable à cela, sauf à imaginer une invention indépendante et simultanée du même comportement, eh bien, c'est que ce comportement de production d'images, et surtout d'images figuratives, représentant des êtres réels ou des êtres imaginaires, eh bien, c'est quelque chose qui était probablement dans le package, pour utiliser une expression anglaise, dans le package de ces Homo sapiens qui se dispersent à partir du sud-ouest de l'Asie en direction de l'Europe et en direction de l'Extrême-Orient, et que donc probablement il nous manque évidemment les traces les plus anciennes de cet art, et on aimerait pouvoir suivre des jalons de ces manifestations, mais malheureusement, les peintures rupestres ne se conservent pas toujours très très bien, surtout pour les périodes très anciennes. Alors pour en finir avec le Sud, je voudrais vous montrer cette figure qui est tirée d'une publication qui est sortie cette année, que je trouve très intéressante, qui est une publication dans laquelle on a essayé de modéliser le peuplement de Sahul. Alors vous vous souvenez, Sahul, c'est l'Australie et la Nouvelle-Guinée. Et je ne vais pas vous faire le peuplement de l'Australie, ne vous inquiétez pas, on en a déjà parlé il y a un petit moment. Il y a tout un débat, il y a des chercheurs australiens qui sont partisans d'un âge très ancien, au-delà de 60 000, il y a d'autres qui sont, je dirais, plus modestes, qui pensent que c'est plutôt autour de 50 000 que ça joue. Peu importe, cette publication, elle est intéressante parce que elle a modélisé comment on pouvait se déplacer d'île en île en fonction des étendues marines à traverser, des distances à traverser, à différents moments, en fonction de la baisse ou de la montée des niveaux marins, premièrement,
aussi de la visibilité que l'on a d'une terre, hein, parce qu'évidemment, c'est quand même plus rassurant de partir en bateau vers quelque part que vers nulle part. Et puis aussi, cet article est très intéressant parce qu'il modélise aussi quelque chose qu'on oublie parfois, c'est le nombre d'individus qu'il faut pour arriver à Sahoul, mais non seulement pour arriver, mais surtout pour y survivre, c'est-à-dire pour que ces pionniers, si je peux dire, eh bien, ne disparaissent pas tout simplement à cause du petit nombre. En fait, une population humaine, pour qu'elle soit viable, il faut qu'elle ait une certaine taille, en particulier, il faut qu'il y ait un certain nombre de femmes. Quand le nombre de femmes descend au-dessous d'un certain chiffre, c'est fini. Enfin, ça devient très difficile. Et donc, tout ça est simulé dans cet article. Et c'est très intéressant parce que, en gros, les conclusions de cet article, c'est que, il est très peu probable que l'Australie ait été peuplée par accident. Et un des arguments, d'ailleurs, un argument à prendre en considération, c'est que dans les périodes précédentes, on n'a jamais eu d'arrivée en Australie d'Homo erectus ou de stégodon. Vous vous souvenez, mes éléphants qui nagent et qui se retrouvent dans l'île d'à côté, c'est jamais arrivé avec l'Australie. Et donc, ce peuplement qu'on a évoqué, un peu accidentel, des îles, en particulier de Flores ou de Luçon, pour l'Australie, c'est hors de question. Donc, ce n'est pas parce qu'un groupe de gens dérive sur un tronc d'arbre qu'ils vont se retrouver en Australie et qu'ils vont peupler l'Australie. Ensuite, il est apparemment beaucoup plus facile et probable d'arriver en Australie par la voie nord, hein, celle-ci, plutôt que par la voie sud. Hein. Donc on arrive plutôt par la Nouvelle-Guinée que par le nord-ouest de l'Australie. Le nord-est de l'Australie, la traversée entre Timor et puis l'Australie, même dans une période de bas niveau marin, il y a plus de 80 km d'eau salée à traverser. Hein, donc c'est de la navigation. Mais je pense que la partie la plus intéressante de ce travail, c'est surtout cette simulation du nombre d'individus. Et en gros, ce qui montre, c'est que sur une période de quelques siècles, il faut qu'on ait au moins 1400 individus qui arrivent là, 1300 individus, pour que cette colonisation soit pérenne, en fait. Et ce que suggèrent les auteurs de cette étude, c'est que, en fait, ce peuplement de l'Australie, c'est un peuplement intentionnel. Ce n'est pas un peuplement accidentel. Ce sont des gens qui maîtrisaient la navigation il y a 50 000 ans ou plus, qui ont commencé à naviguer entre ces différentes îles et qui, à un moment donné, ont systématiquement, alors peut-être pas en une fois, hein, ce n'est pas 1300 personnes arrivant en une fois, mais sur une période pas trop longue, il y a un certain nombre de groupes qui sont arrivés avec l'intention de venir jusqu'en Australie. Alors pour finir, on va retourner au Proche-Orient et maintenant s'intéresser à ce qui se passe le long de la voie nord, la route nord, celle qui passe au nord du Tibet, au nord de l'Himalaya. Alors on a, dans une période beaucoup plus proche de nous que ces hommes de Skoul et Kabzé, on a un site qui se trouve ici dans le Negev, qui s'appelle Boker Tartit, et dans ce site, on trouve des industries qui sont très intéressantes parce qu'on retrouve ces pointes qui ressemblent un peu à des pointes levallois, mais très allongées. Hein, vous vous souvenez, on a parlé de ça avec les nucléus de type nubien. Mais à Boker Tartit, ce qui est très intéressant, c'est que ce débitage se fait sur des nucléus assez allongés. C'est un débitage volumétrique et on arrive à débiter des sortes de grandes lames très pointues qui typologiquement ressemblent à des pointes levallois, mais la technique pour les fabriquer, c'est une technique différente, c'est une technique nouvelle. Et de plus en plus, on tend à appeler ce type d'industrie du paléolithique supérieur initial. Pourquoi ? Eh bien parce qu'on va trouver ce type de débitage donc en Israël dans différents sites qu'on appelle des sites émiriens. On va trouver ça en Syrie, un site qui s'appelle Umm-el-Tlel. On va trouver ça en Turquie, un site qui s'appelle Uçazli. Ça ne s'écrit pas vraiment comme ça, mais c'est comme ça que ça se prononce.
Et puis, surtout, on va trouver des choses très semblables en Europe de l'Est, en particulier un site qui s'appelle Batchokiro en Bulgarie, dans lequel nous fouillons et nous trouvons ce type d'outillage, et puis jusqu'en Moravie avec quelque chose qu'on appelle le Beauunicien, et qui a été daté en Moravie à 48 000. Donc on a apparemment quelque chose qui se répand de cette région vers l'ouest, mais vous allez le voir qui se répand aussi vers l'est. Et ce paléolithique supérieur initial, il est intéressant parce qu'il conserve des caractères, surtout dans la technologie et la typologie, qui rappellent le Middle Stone Age africain, donc la production d'objets en silex. Ces grandes lames, souvent, elles sont utilisées telles quelles, mais parfois elles sont aussi brisées et elles servent de support à fabriquer d'autres outils. Mais on trouve à côté de ça des innovations qui vont, j'allais dire, fleurir dans le paléolithique supérieur, et en particulier la production d'éléments de parure. En particulier à Batchokiro, on a des éléments de parure qui sont des éléments de parure, pas seulement ces fameux coquillages dont je vous ai parlé, mais à Batchokiro, on commence à avoir des matières dures animales mammifères qui sont utilisées comme objets de parure. Alors, qu'en est-il des artisans? Alors, évidemment, on est très fortement tenté de penser que ce sont des Homo sapiens. Il faut dire que pour l'instant, on a assez peu de restes humains. On a dans un site au Liban qui s'appelle Xarakil, ce pauvre bout de maxillaire, bon, dont on dit qu'il pourrait être sapiens, mais on n'est pas très sûr de ce qu'il pourrait être en fait. Mais en tout cas, il est associé à un paléolithique supérieur initial. Il est daté en datation radiocarbone calibrée entre, disons, 45 000 et 50 000. On a en Israël un site qui s'appelle Manot, qui est dans le nord d'Israël, très près de la frontière avec le Liban, une grotte qui a été découverte il n'y a pas très longtemps, et dans lequel on a un crâne qui est un crâne essentiellement moderne dans son anatomie, qu'on a essayé de dater. Alors, il y a toute une discussion sur l'âge de la datation. Encore une fois, c'est de l'uranium-thorium sur la croûte calcitique qui recouvre le crâne. Malheureusement, il a été trouvé en surface dans la grotte. Alors, on sait qu'on a du paléolithique supérieur et du paléolithique supérieur initial, mais on aimerait mieux qu'il soit trouvé en contexte. Et puis, je vous ai parlé de l'Est. Eh bien, à l'Est, on a ça. Alors, ce paléolithique supérieur initial, il est quand même maudit, parce que je vous ai déjà parlé du maxillaire de Xarakil, qui est quand même assez peu spectaculaire, ce crâne de Manot qui est trouvé en surface. Alors, on a ce fémur qui vient de Sibérie occidentale. Alors lui, il est trouvé avec zéro industrie. Il a été trouvé par quelqu'un qui collectait des os, je pense qu'il collectait essentiellement de l'ivoire de mammouth fossile. Ça se vend pour fabriquer des objets en ivoire. Et donc sur la rive, le long d'une rivière, sur la berge, ce collecteur a trouvé ce fémur, qui est un fémur humain, morphologiquement absolument identique à votre fémur. Enfin, ça dépend du fémur que vous avez, mais en tout cas, il est très, très, très moderne. En particulier, cette section avec cette ligne âpre vers l'arrière, caractéristique. Donc une morphologie moderne. Il est daté directement à 45 000, donc vous voyez, on tape toujours dans cette tranche de temps. Et on a surtout une séquence ADN très complète, d'ADN nucléaire, alors qui montre qu'il est un Homo sapiens, qu'il n'est pas un néandertalien. Il a un peu plus d'ADN néandertalien que vous en avez et que j'en ai. Et ce qui est très intéressant, c'est que, dans le fond, donc Ustishim, c'est en Sibérie occidentale. On est à 50 degrés, au-delà de 50 degrés de latitude nord. Dans le fond, cet homme d'Ustishim, il est ni... Enfin, on a du mal à le raccorder du point de vue phylogénétique. Je parle des données de l'ADN, bien sûr.
aux Européens actuels ou aux Asiatiques actuels. Et en fait, c'est un problème qui va se poser avec d'autres fossiles autour de ces âges-là, c'est qu'on a l'impression qu'on a une première vague de peuplement dans les moyennes latitudes. Donc vous voyez, ce peuplement des moyennes latitudes, c'est quand même quelque chose de beaucoup plus tardif que ceux dont on a parlé jusqu'à présent. On parle de 47 000, 48 000, 45 000. Hein. Donc, dans le fond, longtemps, notre espèce est restée une espèce tropicale. Elle est peut-être présente de façon ancienne dans le sud de l'Asie, peut-être à 70 000, mais quand on monte, disons, au-dessus de la Méditerranée, là, il faut attendre beaucoup plus longtemps pour que, dans le fond, ces Homo sapiens viennent à la rencontre, si je peux dire, des Néandertaliens. Alors, 45 000 en Sibérie occidentale, c'est contemporain d'industries, toujours pareil, ces industries qu'on appelle du Paléolithique supérieur initial, qu'on connaît dans l'Altaï, beaucoup plus à l'est, en Sibérie du Sud, avec toujours pareil ces grandes lames pointues, et puis des objets de parure fabriqués en dents d'animaux. Et récemment, nous avons publié, alors ce qui aujourd'hui est, je pense, le point le plus extrême de ce Paléolithique supérieur initial, Nicolas Vins, qui est un de nos anciens postdocs à Leipzig, fouille des sites qui se trouvent le long de la rivière Tolbor en Mongolie. Et en Mongolie, on a autour de 45 000, toujours pareil, on a ces grandes lames pointues qui ressemblent à des sortes de pointes levallois très allongées, des lames de très grande taille, des lames épaisses, qui ont été produites par ces hommes avec, encore une fois, une constance dans ce comportement. Donc on a vraiment l'impression d'une vague qui part du Proche-Orient avec les Myriens, peut-être aux alentours de 50 000 ou un peu avant, et qu'on va trouver aussi bien en Europe orientale, en Europe centrale, que vers l'Asie centrale, l'Altaï et jusqu'en Mongolie. Et donc ce sont ces gens-là qui remplacent les Denissoviens. On trouve à Denisova, dans la grotte de Denisova, du Paléolithique supérieur initial qui a aussi à peu près cet âge-là. Alors pour finir, je voudrais quand même ne veux pas briser cette magnifique histoire que je vous ai racontée, mais simplement vous dire que les choses sont toujours un peu plus compliquées que ce qu'on voudrait qu'elles soient. Et je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a un débat pour savoir s'il y a une sortie d'Afrique ou plusieurs sorties d'Afrique. Ou en tout cas, s'il y a une sortie qui compte vraiment, si je peux dire. Et la contradiction à toutes ces histoires de peuplement progressif de l'Asie avec plusieurs sorties d'Afrique à différents moments depuis le dernier interglaciaire, la contradiction, elle vient essentiellement des généticiens. Parce que dans le fond, quand on parle à un paléogénéticien ou à un généticien des populations de ce genre de scénario, en général, ils n'aiment pas ça. Et ils n'aiment pas ça, pourquoi ? Parce que, alors je me réfère ici à une autre publication du fameux Post, qui va être en poste à Tübingen cette année. Et cette publication, en gros, examine l'ADN mitochondrial. L'ADN mitochondrial, c'est, encore une fois, juste une toute petite partie de notre ADN transmis par les femmes, etc., etc. Mais quand même, ce qui est remarquable, c'est que quand on regarde toutes les lignées mitochondriales qu'on a aujourd'hui dans le monde, leur date de coalescence, c'est toujours un peu les mêmes dates. On est toujours quelque part entre 45 000 et 55 000, y compris quand on vient mettre des aborigènes australiens ou des mélanésiens dans cette histoire-là. Et donc, ces gens-là, eux, vous disent, ton histoire de peuplement ancien, de première vague, de deuxième vague, etc., c'est bien gentil, mais nous, quand on regarde l'ADN des gens qui vivent aujourd'hui, ceux qui vivent en dehors d'Afrique, leur ancêtre commun, il ne peut pas avoir beaucoup plus que 50 000 ans. Donc, par exemple, le peuplement de l'Australie à 60 000 ans, ils ne veulent pas en entendre parler. D'accord ? Alors, bon, évidemment, il faut trouver quand même une solution à tous ces problèmes, à toutes ces questions. Et on peut creuser du côté de la génétique.
Voilà une étude qui est parue il y a 3 ans maintenant sur le peuplement de l'Australie en essayant de relier le génome des populations d'aborigènes australiens récents aux autres populations de sapiens d'Afrique et d'Eurasie. Et donc, cette équipe arrive à un scénario où on a quand même un branchement, si je peux dire, des aborigènes australiens qui se fait en amont de la divergence entre les Asiatiques et les Européens actuels. Et donc ça, quand même, c'est quelque chose qui vient assez en faveur de l'idée qu'il y a un premier peuplement hors d'Afrique vers le sud en direction de l'Australie. D'accord ? Tout ça. Et puis une deuxième vague, plus tardive, qui va donner les Européens actuels et les Asiatiques actuels, ces gens-là remplaçant complètement ceux qui sont passés d'abord. Et je vous rappelle que quand on a regardé la quantité d'ADN dénisovien qu'on avait dans des populations actuelles, donc ceux qui ont été en contact les premiers avec les dénisoviens en arrivant, c'est chez les aborigènes australiens et chez les Papous de Nouvelle-Guinée qu'on a trouvé les pourcentages les plus élevés. Alors que, curieusement, les Chinois ou les Japonais actuels ont 0,2% d'ADN dénisovien. Et donc, l'idée, ça serait quand même que cette route sud, ça a existé. C'est quelque chose qui est peut-être plus ancien que la vraie expansion, celle de 50 000 ans. Et la raison pour laquelle les généticiens, dans le fond, ne trouvent pas de traces de ce peuplement d'Homo sapiens plus ancien que 50 000, c'est peut-être que ces populations, cette première vague, elle a été complètement, j'allais dire dissoute, pas dissoute, mais elle a peut-être complètement disparu, un peu à la façon dont les peuplements de l'Europe se sont produits avec du paléolithique supérieur initial, fabriqué par des gens qui ont l'air de n'avoir aucune relation génétique avec les Européens actuels, et remplacé 3 ou 4 000 ans plus tard par les vrais, les Aurignaciens, ceux qui remplacent les derniers Néandertaliens, et ceux qui sont en partie nos ancêtres. On a à peu près 25% d'ADN qui vient de ces gens-là. Alors, ce qui est bien dans la génétique, c'est qu'on trouve toujours un argument quand même et un contre-argument. Donc avant de vous laisser, je voudrais quand même vous rappeler une étude dont j'ai parlé il y a quelques années maintenant, et qui est une étude qui vient un petit peu en secours, si je peux dire, du peuplement ancien de l'Asie et de l'Australie le long de la route sud. C'est une étude où on avait essayé d'établir le temps de séparation, donc le temps de coalescence, entre différentes populations d'hommes actuels. Et dans cette étude, en gros, on a une coalescence d'à peu près toutes les populations de l'Eurasie actuelle autour de 50 000 ans. Donc c'est quelque chose qui est tout à fait compatible avec cette vague, j'allais dire, principale autour de 50 000 ans que Post et ses collègues mettent en avant dans leur article sur l'ADN mitochondrial. Mais quand même, une chose curieuse, c'est cette ligne jaune-là. Et cette ligne jaune, c'est la ligne qui représente l'estimation de la date la plus probable, la date de séparation entre des Papous et des populations qui sont des populations africaines. Et vous voyez que cette date, elle est plus ancienne que celle des autres populations. Et dans cet article, les chercheurs ont essayé de proposer différentes explications à ce phénomène. Et une des explications qu'ils donnent, c'est que, en fait, peut-être on a chez ces populations mélanésiennes, un petit mélange avec quelque chose de plus ancien qui était là. Quand je dis plus ancien, ça peut être simplement des Homo sapiens plus anciens, mais qui là n'auraient pas disparu et seraient toujours présents dans le génome nucléaire de ces populations.
Alors pour finir, je voudrais vous souligner le fait que... Oui, j'avais dit pour finir déjà, mais ce n'était pas vraiment fini. En fait, cette date de séparation de ces populations, ces dates de peuplement, l'arrivée des Homo sapiens dans le sud de l'Asie en particulier, ce n'est pas juste, j'allais dire, un événement historique qu'on a envie de dater, de reconstituer. Là-dedans, il y a un enjeu qui est un enjeu qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est de savoir quel genre d'interaction, de relation ces Homo sapiens qui sont arrivés en Eurasie et en particulier dans le sud de l'Eurasie, quel type d'interaction ils ont eu avec les populations plus anciennes, celles dont on a parlé pendant tout ce cours. Alors, dans les îles, à Luçon ou à Flores, vous vous souvenez que, en gros, le scénario le plus probable, c'est que les Homo sapiens ont directement remplacé ces espèces un petit peu bizarres qui vivaient dans ces îles. Pour les Denisoviens, c'est très certainement ce qui s'est produit aussi. Donc là, on est le long de la route nord. Il reste quand même des interrogations sur le sud de l'Asie et surtout pour les îles de la Sonde, enfin la région qu'on a appelée Sunda. Pourquoi ? Eh bien parce que, dans le fond, ça n'est pas indifférent de savoir si les Homo sapiens sont arrivés il y a 120 000 ans, ou 70 000 ans, ou 50 000 ans. Pourquoi ? Eh bien parce que, dans le fond, la question qui se pose, c'est qui est-ce qu'ils ont remplacé ? Parce qu'ils ont pu remplacer des Denisoviens. Vous savez que, dans le fond, on a de bons arguments pour soupçonner que les Denisoviens étaient présents dans le sud de l'Asie de façon très ancienne, puisqu'ils ont laissé une partie de leur ADN aux Mélanésiens et aux aborigènes australiens. Mais est-ce que ce contact il a eu lieu sur le continent asiatique avant le peuplement de ces régions par les Homo sapiens, ou est-ce qu'il a eu ce contact a eu lieu dans cette zone de Sunda? On ne le sait pas. Si les Homo sapiens sont arrivés de façon très ancienne, au-delà de 100 000 ans, il est possible que ce qu'ils aient remplacé dans certaines régions, ça soit non pas des Denisoviens, mais même peut-être des Homo erectus. À Java, les hommes de Ngandong, qui sont les Homo erectus les plus tardifs, les plus évolués qu'on connaisse dans cette zone-là, leur âge, dans le fond, reste assez mal connu, mais une des estimations de leur âge qui a cours, c'est le dernier interglaciaire. Donc, si des Homo sapiens sont arrivés là pendant ou à la fin du dernier interglaciaire, c'est possible que ce ne soit pas des Denisoviens qu'ils aient remplacés, mais dans certains petits coins reculés, si je peux dire, de cette lointaine Asie, peut-être directement des Homo erectus. À Java, on n'a pas encore trouvé de Denisoviens, enfin que je sache. On a des Homo erectus, puis après on a des Homo sapiens. Et donc là, il y a vraiment une question qui reste ouverte. Voilà, je vous remercie pour votre attention pendant ces 6 cours et je vous donne rendez-vous l'année prochaine, bien sûr, et d'ici là, au mois de juin, pour un colloque sur l'image de l'homme fossile, la représentation que l'on s'en fait.